Et bonjour, bienvenue sur le stream. Installez-vous confortablement, on va commencer. Donc petit stream lecture aujourd'hui, lecture du livre Mélisandre de la saga Les Princesses Éléments, écrit par Sarah Tulip. On va commencer par la partie au commencement. La légende raconte qu'au commencement, la planète Oriana n'était qu'une boule de pierre, de feu et de glace, balayée par des vents extrêmement violents. 2 soleils y faisaient régner de longues journées, tandis que 5 lunes illuminaient la nuit étoilée. Mais un être puissant, venant d'au-delà des étoiles, mit de l'ordre dans ce chaos. Cet être venait d'une étoile lointaine. Il avait voyagé si longtemps qu'il ne se souvenait plus de son nom, et « il » est écrit avec une majuscule. Mais quelle importance! Il n'avait personne qui l'aurait appelé, lui-même ne se désignait pas par un nom précis. Il pensait, il parlait, mais ne voyait pas l'utilité d'un nom. Il ne savait qu'une seule chose, c'est qu'il était puissant. Et cette terre stérile deviendrait sa nouvelle maison. Alors, il utilisa le vent pour briser la pierre, fit fondre la glace grâce au feu qu'il domestiqua. Il façonna les continents autour de grandes étendues d'eau qu'il nomma océans. Il canalisa le feu dans la terre et les cratères des volcans, et calma le vent en brise légère. Pendant quelque temps, il fut satisfait de son œuvre, mais il se sentait seul. Alors il décida de créer la vie. Soufflant sur la terre, il fit pousser des plantes par millions, transformant ce monde en un jardin de paradis. Mais les plantes n'avaient que peu de conversation, se contentant de se nourrir et de pousser. L'être observa alors les fleurs se reproduire et se dit que, pour créer des vies avec lesquelles interagir, lui aussi devait se reproduire. Alors, il décida de puiser dans les éléments naturels de la planète pour créer des êtres à son image. L'être mit au monde 4 enfants, issus des éléments, et un 5e issu de sa propre chair, qu'il décida de nommer Alena, Séléno, Gomaïssa, Kuma et Maya. Ses 3 filles et ses 2 fils l'appelèrent alors mère, et l'être décida que ce nom lui convenait. Les 5 enfants se mirent à créer à leur tour, qui les oiseaux, qui les mammifères, qui les reptiles, etc. Il y eut des dissensions quand les créations des uns mangeaient les créations des autres, mais tout finit par s'équilibrer. Oriana était devenue une planète verte et habitée par des dizaines de milliers d'espèces différentes, vivant plus ou moins en harmonie. Puis, Alena créa des êtres différents, capables de pensées plus élaborées. Des humanoïdes pourvus d'ailes et d'une grande intelligence, vivant dans des cités flottantes dans les nuages, qu'elle appela célestes. Pour ne pas être en reste, Séléno créa les aquatiques, sirènes et tritons, pourvus de queues de poissons, capables de vivre aussi bien sur terre que dans l'eau, et les sylvains, des êtres dotés d'oreilles pointues à l'ouïe très fine, rapides et sages, aimant vivre dans la forêt. Gomaïssa engendra les immortels, comme le feu qu'il avait vu naître. Des humanoïdes aux canines acérées buveurs de sang, ne craignant rien ni personne, vivant parmi les montagnes cracheuses de lave, qu'elle appela vampires, ainsi que d'autres surpuissants, monstrueux, créatures hybrides d'humanoïdes et d'animaux, qu'elle nomma dragons et démons. Kuma, quant à lui, modela dans la terre des êtres petits et trapus, mais d'une force prodigieuse, capables de creuser la roche pour trouver des trésors d'or et de pierres précieuses qu'il façonnait en véritables œuvres d'art, qu'il appela nains. D'autres êtres virent le jour, moins gracieux, mais aimant vivre sous terre, qu'il nomma trolls et ogres. Maya, issue de la chair de la mer, créa à son tour des êtres vivants, sans ailes, sans queue de poisson, sans capacité supérieure, mortels, de taille moyenne et vivant sur terre. Les autres enfants de la mer la raillèrent pour cette création qu'ils jugeaient médiocre.
Alors Maya donna à ceux qu'elle appela hommes la capacité de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, d'apprendre de tout et de se multiplier plus vite que les autres êtres. Rapidement, les célestes accaparèrent le pouvoir de décision sur les autres êtres et les réduirent en esclavage. Il y eut des révoltes, des massacres, et les hommes furent sur le point de disparaître. Alors la mère, qui jusque-là avait laissé ses enfants sans intervenir, balaya le monde de son pouvoir. Elle détruisit une grande partie des célestes, ne gardant que les bienveillants à qui elle fit don d'un grand pouvoir, celui de bénir et d'accompagner certains hommes, nains, mortels, aquatiques et sylvains plus méritants que les autres pour qu'ils deviennent plus forts. Ainsi fut créée la magie. Les êtres bénis devinrent des magiciens et des magiciennes, et les célestes prirent le nom de dieux, déesses ou anges. Mais faire ce don demanda beaucoup d'énergie à la mère, et elle décida de se retirer du monde pour se reposer. Ses 5 enfants s'éparpillèrent à travers tout Oriana et chacun s'endormit. Maya, avant de plonger dans le sommeil, décida avec l'aide de la céleste Agatha de créer une dernière fois. Elle prit un cheveu à chacun de ses frères et sœurs et, les mêlant à sa propre chair, enfanta 4 nouveaux êtres. 4 petites filles qui reçurent chacune un don. Celui de pouvoir contrôler un élément fondamental de la vie et de le transmettre à leurs descendantes. Ainsi, si un jour Oriana devait à nouveau souffrir d'un désastre nécessitant le retour de la mère, elle serait là. Le prologue. Sur Oriana, la nuit n'est jamais tout à fait noire. 5 grosses lunes gravitent autour de la planète, tandis qu'une ribambelle d'étoiles scintillantes parsème le ciel nocturne de milliards de petits diamants. Ainsi, les enfants effrayés par les monstres de la nuit ont assez de lumière pour voir que ces monstres ne sont en fait qu'un pull accroché à un porte-manteau ou l'ombre laissée par les branches des arbres derrière la fenêtre de la chambre. Les enfants d'Oriana n'ont pas peur du noir ni de la nuit. Parfois même, plus d'un parent a retrouvé son enfant endormi dans le jardin, bercé par une brise tiède, veillé par les lunes et les étoiles. Ce soir-là, dans la maison de Tiline, la petite Mélissandre, âgée de 6 ans, observait la course des 5 lunes à travers la voûte céleste, depuis la haute fenêtre de sa chambre. Elle était si concentrée sur elle que la petite fille n'entendit ni ne vit la porte s'ouvrir tout doucement. Elle sursauta quand une voix douce lui dit à l'oreille « Ma petite puce adorée, tu devrais être au lit. » Avec un sourire, la petite fille se retourna et passa ses petits bras autour du cou de sa maman, Maëlle. Celle-ci referma ses mains sur le corps de son enfant et la souleva pour la tenir tout contre elle. La maman dit doucement « Pourquoi n'es-tu pas encore au lit ?»« Je regardais les lunes et les étoiles, répondit Mélie. Elles sont si belles, si lumineuses. J'aimerais pouvoir les observer toute ma vie. Et c'est ce que tu feras si tu en as envie, ma chérie, dit Maëlle avant de déposer un doux baiser sur la joue de l'enfant. Elles se regardèrent, leurs yeux de la même teinte turquoise, le même sourire aux lèvres. Puis Maëlle ramena Mélie vers son lit, la déposa dedans et l'aborda. La petite fille s'installa confortablement entre les draps. « Dors bien, ma chérie, dit Maëlle. « Bonne nuit, maman, répondit Mélie en fermant les yeux. Déposant un dernier baiser sur le front de la fillette, Maëlle referma ensuite la porte et redescendit l'escalier pour retrouver Léandre, son conjoint, dans le salon. « J'espère qu'elle s'endormira facilement cette fois, dit Maëlle. « Elle tient de toi, toujours débordante d'énergie, même quand il est temps d'aller dormir, répondit Léandre. « Je dirais qu'elle tient plutôt de toi. Curieuse de tout et entêtée, dit Maëlle en se penchant pour déposer un baiser sur la bouche de son mari. Ils allaient monter se coucher quand un violent coup fut donné dans la porte d'entrée. D'abord surpris, ils se retournèrent pour voir la porte fracassée tomber au sol. Dans l'encadrement plein de poussière se tenait une grande, très grande elfe à la peau noire comme l'ébène, aux cheveux blancs comme l'os et aux yeux rouges comme le sang.
le crâne surmonté de 2 longues cornes noires aiguisées. Léandre se mit en position de combat devant Maëlle, la protégeant de son corps massif. « Qui êtes-vous » dit-il. « Je suis là pour elle. Elle va venir avec moi ou je brûlerai cette maison et tous ses occupants, » dit l'elfe en pointant du doigt Maëlle. « Vous ne l'aurez jamais » cria Léandre avant de faire apparaître une épée dans sa main et de s'élancer vers l'elfe. À plusieurs reprises, il réussit presque à l'atteindre, mais elle esquiva toujours sa lame, se rapprochant de plus en plus de l'escalier où Maëlle se trouvait, reculant de plus en plus vers l'étage, et tout à coup, Léandre fit un faux pas et l'elfe, baissant la tête, l'embrocha sur l'une de ses cornes. Son cri de souffrance et d'agonie fut noyé sous un cri plus fort, plus strident. Maëlle, muette, leva la tête pour découvrir Mélisandre, tout en haut des marches, qui continuait à pousser des cris. Elle se rua vers sa fille pour la faire taire avant que l'elfe ne la découvre et s'enferma avec elle dans la chambre. « Chut, ma chérie !» dit-elle à sa fille toute sanglotante. « Calme-toi !»« Mais elle a tué papa !» répondit la petite fille en pleurs. « Elle l'a tué, comme ça !»« Je sais, répondit Maëlle, mais il ne faut pas faire de bruit, sinon elle va nous trouver. »« Pourquoi ?» sanglota Mélie. « Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi elle nous cherche ?»« Je sais pas, ma chérie, je n'ai pas la réponse. » Un grand coup fut donné dans la porte de la chambre, fendant le bois sur une 20aine de centimètres. « Je sais que tu es là, dit l'elfe. Sors sans faire de résistance et il n'y aura pas de dégâts. » Maëlle prit Mélisandre dans ses bras, la serra fort et lui murmura à l'oreille qu'elle l'aimait, qu'elle ne devait pas s'inquiéter et qu'elle reviendrait la chercher. Puis, elle détacha les bras de sa fille d'autour de son cou, se leva, poussa Mélie dans un coin plus sombre de la chambre et alla ouvrir la porte. L'elfe noir se tenait de l'autre côté, du sang dégoulinant toujours de sa corne, colorant ses cheveux. Elle attrapa sans ménagement le bras de Maëlle et la fit sortir de la chambre, dont elle claqua ensuite la porte avec force. Elles descendirent l'escalier en vitesse et, arrivée à la porte d'entrée défoncée, l'elfe passa les doigts sur l'encadrement en bois, traçant des symboles qui s'enflammèrent aussitôt, déclenchant un incendie. Maëlle se débattit dans la poigne de l'elfe, mais celle-ci la tira en avant jusqu'à ce qu'elle se retrouve dehors. Là, elle agita sa main libre dans l'air, devant elle, pour créer un portail, tandis que Maëlle tentait désespérément de se libérer et jetait des regards de plus en plus affolés vers la maison qui brûlait. « Non !» cria-t-elle. « Il y a mes enfants à l'intérieur !»« Tu crois que je ne le sais pas ?» répondit l'elfe tout en continuant à tracer des symboles dans l'air. « Je fais en sorte que personne ne puisse nous suivre. Ta lignée va s'éteindre, fille d'Aléna, et jamais la mère ne se réveillera. J'obtiendrai le pouvoir de plier ce monde à mes désirs, et personne, non personne, ne pourra se mettre en travers de mon chemin. Je vais détruire chacune des 4 lignées et récupérer tous vos pouvoirs. Ça, c'est ce que tu crois, murmura Maëlle avant de tendre une dernière fois la main vers la maison et de poursuivre. Chère Agatha, ange protectrice de notre famille, sauve mes enfants des flammes et transmets mes pouvoirs à ma fille, qu'elle suive mes traces. L'elfe la tira avec force dans le portail qui venait d'apparaître, et toutes deux disparurent. Dans la maison en feu, Mélie se rua contre la porte et réussit à l'ouvrir, pour se retrouver confrontée à un mur de flammes. Elle tendit les mains devant elle pour se protéger quand, soudain, un vent violent rabattit le feu pour lui livrer un passage. Elle courut, sans perdre un instant, dans le couloir pour enfoncer la porte de la chambre de son frère, Théo, terrorisé dans son lit. Elle l'attrapa par la main, le força à se lever et ils coururent hors de la pièce. Les flammes les encerclaient de toutes parts, les piégeant dans le couloir du premier étage. Devant eux, une poutre du plafond s'écroula. Maëlle tendit le bras pour se protéger des projections et, de nouveau, un vent violent repoussa les flammes, leur livrant un passage plus ou moins sûr vers l'escalier et la sortie. Ils dévalèrent l'escalier en feu et s'arrêtèrent un instant devant la dépouille de leur père. Théo se mit à pleurer. Maëlle ravala ses larmes et tira son frère hors de la maison, juste à temps avant qu'elle ne s'effondre sur elle-même. Couverts de suie et de cendres, les 2 enfants restèrent prostrés devant les flammes, tandis que celles-ci dévoraient leur maison. Ce n'est qu'au petit matin, alors que les soleils se levaient,
que des gens arrivèrent ayant vu la fumée. Mélie avait les yeux fixés sur l'endroit où les 5 lunes avaient fini par disparaître à l'horizon et se jura de ne plus observer les lunes et les étoiles tant qu'elle ne se serait pas vengée de l'elfe qui avait tué son père et enlevé sa mère. Du haut de ses 6 ans, vêtue d'un pyjama rose, pieds nus dans le jardin, devant la maison en cendres de ses parents, elle se le jura. J'ai dit Maëlle ? Pardon, c'était Mélie. Chapitre 1. Bienvenue sur le stream. La nuit, paisible et estivale, entrait par une fenêtre ouverte au premier étage d'un pensionnat. Dans une chambre comptant 4 lits mais une seule pensionnaire, une jeune fille sommeillait. Elle devait avoir 16 ans, tout au plus. Soudain, une ombre discrète se faufila dans la pièce, observant l'endormie, captivée par la pâleur de sa peau au clair de lune et sa masse de cheveux châtains étalée sur l'oreiller. L'ombre savait que derrière ses paupières closes se cachaient les yeux les plus bleus qui puissent exister, les iris hésitant entre le turquoise et le bleu sarcelle, totalement hypnotiques. Quand la jeune fille se redressa en sursaut, l'ombre recula, précipitamment, et tenta de sortir, mais quelque chose l'arrêta dans sa lancée. Il essaya de se libérer des liens invisibles, mais sans succès. Une voix retentit. « Bon sang, Aureliane, ça ne va pas de me faire une peur pareille ?» La lumière s'alluma au-dessus du lit de la jeune fille, révélant l'intrus. Grand, subtilement musclé, les cheveux noirs tirant sur le violet foncé, les yeux myosotis, vêtu d'un pyjama noir de style ninja, Aureliane, toujours piégée, essaya de parler. La jeune fille se leva et s'approcha de lui, le laissant se débattre dans ses liens encore un peu. Quand sa figure commença à virer au rouge brique, elle fit un geste dans l'air qui libéra sa bouche, mais pas son corps. « Que fais-tu ici » demanda la jeune fille en croisant les bras. « Je veillais sur toi, bien sûr. Sauf que d'habitude, tu t'en aperçois pas, répondit-il. Bon, tu me libères maintenant, Mélie ? Quoi ? Tu me surveilles tous les soirs ? Quand je dors ? S'indigna-t-elle. Tu mériterais que je te laisse ligoter comme ça dans le couloir jusqu'à demain matin. Mais vu que tu m'aimes bien et que je suis ton seul et unique ami ici, tu ne le feras pas, si ? Demanda-t-il avec son sourire le plus charmeur. Elle pouffa avant de faire un geste ample du bras qui le libéra de ses liens invisibles. Ta magie est de plus en plus puissante, dit-il. Tu la maîtrises avec beaucoup d'efficacité, de force et d'endurance. Je ne pouvais même plus bouger. Pas moyen de faire le moindre symbole avec mes doigts. Pourquoi crois-tu que je les ai immobilisés aussi ? Dit-elle. La dernière fois, tu t'es trompée dans tes gestes et ma robe a pris feu. Ça a été l'horreur d'expliquer ça à Emilia. Surtout qu'elle râle et me dispute chaque fois qu'elle apprend que j'ai utilisé mes pouvoirs. Ne lui en veux pas, elle ne fait que te protéger. Et moi aussi, continua Aureliane. Je n'ai pas besoin de protection, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule, répondit la jeune fille en le toisant. Et partir à la recherche de cet elfe noir qui a détruit ta famille. Oui, je sais, dit-il. Tu as réussi à avoir plus d'informations sur elle ? Demanda Mélie en décroisant les bras. Tu sais bien que je ne suis pas autorisée à en parler avec toi, répondit-il. Mon rôle est de te garder en vie ici, sur Terre. Tu es trop précieuse pour qu'on risque de te perdre. Et comme d'habitude, tu ne me diras pas pourquoi je suis si précieuse qu'on m'interdit de quitter cette fichue planète où la magie est reléguée au rang de farce destinée à fasciner un public crédule et fait par de parfaits imposteurs. Certains sont de vrais magiciens, répondit Aureliane. David Copperfield et Houdini en étaient des vrais. Mélie secoua la tête, consciente qu'il avait encore détourné la conversation. Tu devrais être dans ton dortoir, dit-elle. Les surveillantes vont te coller si elles te voient traîner dans les couloirs la nuit, surtout à l'étage des filles. Après une rapide révérence que Mélie détestait le voir faire, Aureliane bondit et sortit de la chambre. Tout de suite, il vit la lampe torche que braquait l'une des surveillants. Il se mit à courir dans le sens opposé. Elle perçut le bruit que faisait le jeune homme et commença à marcher plus vite pour le rattraper.
Aureliane l'entendit se rapprocher et obliqua vers un autre couloir. Avisant un renfoncement dans le mur, il s'y cacha en attendant que la surveillante passe sa route. Celle-ci ne tarda pas à apparaître, précédée par la lumière de sa torche. Aureliane se fit le plus petit possible et cessa de respirer. La surveillante s'arrêta à la hauteur du renfoncement, éclaira le mur, mais ne vit rien. Elle repartit aussi sec, à grande vitesse. Aureliane expira, puis prit une grande inspiration. Il est sauvé. Très discrètement, il sortit de sa cachette, vérifia que la voie était libre et repartit. Après de multiples ruses pour éviter de se faire prendre par les surveillantes, il arriva enfin à l'escalier qui menait aux salles de classe et à l'internat des garçons. Grimpant les marches 4 à 4, il courut aussi vite qu'il le put dans le couloir et plongea sous ses draps. La tête, cachée sous la couette, il sortit de sous son oreiller une tablette aussi fine que du papier à cigarette, faite d'une seule pièce dans du cristal aussi noir que la nuit. Posant sa main au centre, il déverrouilla l'appareil à l'aide de ses empreintes. Il tapa quelques lignes de rapport concernant les progrès de Mélisandre avant d'envoyer son message aux autorités d'Oriana dont il dépendait. Comme toujours, il n'attendit que quelques minutes avant de recevoir une réponse, toujours la même. Gardez-la sur terre, ne lui dites rien sur ses origines, surveillez ses progrès et réfrénez-les si besoin. Il se mit sur le dos et réfléchit aux implications qu'entraînerait le retour de la jeune fille sur Oriana, sa planète d'origine. Les autorités supérieures ne seraient pas contentes, c'est sûr. Et Emilia non plus ne serait pas tendre avec lui. Il eut un frisson en passant à la persévérante, mais néanmoins autoritaire tutrice de Mélie. Physiquement âgée d'une petite 50aine d'années, elle était en fait bien plus vieille qu'elle ne le laissait suggérer. Mais quand on pratique assidûment la magie, on sait créer des sorts de glamour pour garder le teint jeune et éclatant. Mais il fallait aussi qu'elle ait l'air crédible aux yeux du directeur du pensionnat. Son visage était marqué de légères rides d'expression. Elle avait des cheveux blonds foncés, coupés aux épaules et ondulés, et des yeux gris perçants. Quand elle croisait les bras sur son torse, en vous lançant un regard digne d'un fusil mitraillette, vous n'avez qu'une envie, vous cacher en priant pour qu'elle ne s'en prenne à quelqu'un d'autre. Il ne lui enverrait pas de rapport pour cette nuit. Inutile de l'inquiéter avec des détails. En plus, elle serait capable de retirer Mélisandre du pensionnat et de la renvoyer chez elle. De le renvoyer loin d'elle. Emilia n'enfermerait pas sa jeune protégée dans une tour inaccessible, mais ce serait tout comme. Elle prenait vraiment trop au sérieux sa mission. Le mieux, pour l'instant, c'était de la garder dans l'ignorance. Les premières lueurs de l'aube vinrent frapper le visage du jeune homme. Il tourna la tête, regarda son réveil posé près de lui. Il lui restait quelques heures avant d'aller en cours. Il pouvait se rendormir. Chapitre 2. Aureliane était absent du cours. Ce n'était pas fréquent, mais ça arrivait parfois quand il devait repartir sur Oriana pour une petite mission quelconque. Dans ces cas-là, c'était une autre personne qui se chargeait de la sécurité de Mélisandre pendant son absence. Ce jour-là, il s'agissait de Manon, une jeune fille à la peau café au lait, aux étonnants yeux vert fougère et aux encore plus étonnants cheveux vert sapin. Mélie n'était même pas sûre que ce soit une teinture. Elle n'avait rien contre elle, mais Manon, contrairement à Aureliane, pouvait la suivre partout, y compris dans sa chambre et même dans la salle de bain ou aux toilettes. Une fois, Mélie avait tenté de profiter de l'absence d'Aureliane pour essayer d'aller sur Oriana. Mais ses efforts avaient été contrariés par la jeune métisse, toujours à l'affût du moindre de ses gestes. Elle avait essayé de l'amadouer, sans succès. Manon était inflexible. Quand Mélie lui avait demandé pourquoi elle ne l'aidait pas, sa garde du corps lui avait répondu qu'elle avait plus peur de la colère d'Emilia que du pouvoir de Mélie. La jeune fille en avait été très vexée, mais comprenait un peu le point de vue de Manon. Cette tutrice pouvait se montrer particulièrement effrayante quand elle le voulait. Le soir venu,
Mélissandre travaillait encore, penchée sur son devoir de maths, quand la fenêtre de la chambre s'ouvrit en grand. Lassée, elle se leva et alla la refermer. Mais un mouvement parmi les arbres en contrebas l'immobilisa. Elle se pencha pour regarder. Manon se tenait là. Ses mains traçaient des symboles dans l'air. Mélie se pencha encore et passa par la fenêtre. Le cri qu'elle poussa en tombant fit sursauter la jeune métisse. Mais celle-ci se reprit vite et lança un jet de magie pour intercepter la jeune fille tombant du ciel. Celle-ci atterrit souplement devant Manon. « Décidément, on ne peut pas te laisser sans surveillance plus de 2 minutes, dit la jeune fille, pince sans rire. Tu m'espionnais ? Ça change de d'habitude, non ? Répondit Mélie. Tu repars ? Oui, désolée, dit Manon. Il y a une complication au sein de ma famille et je suis rappelée auprès d'eux sans attendre. Mais ne t'en fais pas, Aureliane sera là dans quelques minutes. Je l'ai contactée avant de commencer à signer mon portail. Emmène-moi avec toi, dit Mélie. Pas question, dit Manon. C'est contre les ordres que j'ai reçus. Je ne vais pas risquer ma carrière pour ta petite vengeance. D'ailleurs, l'elfe noir dont tu cherches à te venger, c'est une personnalité très connue et très appréciée pour sa gentillesse et sa droiture. Tu as dû te tromper quand tu l'as vue. Tu la connais ? Comment elle s'appelle ? Demanda Mélie. Manon se passa la main sur la nuque, embarrassée. Elle pencha la tête en arrière, soupira et dit « Puisque tu vas rester ici encore un moment, je veux bien répondre à tes questions. Normalement, je n'ai pas le droit, mais puisque je vais bientôt changer de secteur de protection... » Bref. Oui, je la connais, mais pas personnellement, et elle s'appelle Ébène. C'est une grande prêtresse dévouée à la gloire de la mer et des 5 créateurs du monde. Je ne vois aucune raison qui aurait pu la pousser, il y a presque 10 ans, à tuer ton père et enlever ta mère. Et pourtant elle l'a fait. Je me souviendrai toujours d'elle, de sa peau noire comme la suie, de ses cheveux blancs comme l'os, et de ses yeux rouges sang. Et de ses cornes abominables dont elle s'est servie pour tuer mon père aussi. Je suis désolée pour tes parents, Mélie, dit Manon, mais je crois que tu n'as pas toutes les pièces du puzzle. Ébène ne ferait pas de mal à une mouche. Elle est la pureté et la douceur incarnée. Il doit y avoir une autre explication. Si tu la trouves, fais-le-moi savoir, dit la jeune fille. Je vais enquêter autant que je peux, sans laisser mes autres obligations en plan, et je te contacterai si jamais je trouve quelque chose, dit la métisse. Maintenant, écarte-toi un peu, que je puisse ouvrir un portail sans te couper un morceau au passage. D'ailleurs, tu devrais plutôt rentrer dans le bâtiment. Tu n'es pas en sécurité dehors. Allez, file ! Et bonne chance pour la suite. Mélie fit quelques pas en arrière avant de repartir vers l'entrée du bâtiment. Manon l'observait, et quand elle eut tourné au coin d'un mur, la jeune métisse se concentra de nouveau sur ses gestes pour créer un portail. Mais Mélie, rusée, cachée derrière l'encadrement du mur, continuait à l'observer. Elle mémorisa les gestes de Manon et, dès que celle-ci eut disparu, s'empressa de revenir à l'endroit où elle s'était tenue. Inspirant profondément, elle commença à tracer les symboles qu'elle avait vus. Une forme éthérée commença à apparaître sous ses yeux. Elle se concentra plus fortement, visualisant son point d'arrivée, la maison en cendres de son enfance. La forme se stabilisa et elle commença à avancer vers elle. Soudain, un cri retentit derrière elle. Tournant la tête, elle avisa Aureliane qui, sortant de son propre portail, l'avait vue et courait à présent vers elle pour la rattraper. Avec un sourire, elle fit un pas de plus et se téléporta en 1 million de particules à travers des milliards de kilomètres de la Terre, entendant à peine le cri de rage d'Aureliane. Chapitre 3. Gloire à la mer ! Gloire aux 5 créateurs du monde ! Psalmodiait la grande prêtresse et les prêtres. Qu'elle soit bénie et que son retour vienne ! Crièrent au retour les fidèles. La grande prêtresse Ébène joignit les mains devant elle, les plaçant sous son menton, puis sur son front, et enfin, au plus haut que ses bras puissent monter vers le ciel. Elle répéta ce geste 5 fois, imité par les prêtres et les gens du peuple venus prier. La cérémonie prit fin et tous se dispersèrent. Ébène monta dans ses quartiers du temple, se passa de l'eau sur le visage, alors qu'elle tâtonnait pour attraper une serviette, une main obligeante lui en tendit une. Surprise, elle leva la tête pour tomber nez à nez avec Cristal, sa jumelle. Ou plutôt son contraire. Alors qu'Ébène avait la peau noire comme la nuit, les cheveux entièrement blancs et les yeux rouges, sa sœur Cristal avait la peau d'une blancheur marmoréenne,
des cheveux noirs corbeaux et des yeux aussi bleus que l'océan. 2 grandes cornes venaient couronner sa tête, comme celle de sa sœur. De même, de corpulence identique, elles auraient pu être les jumelles les plus spectaculaires d'Oriana. Mais là où Ébène était la gentillesse et la dévotion incarnées, Cristal ne pensait qu'à faire souffrir les autres et prenait un malin plaisir à passer ses envies, désirs et volontés avant le bien d'autrui. Dans ses yeux se cachait une malveillance à l'état pur, un besoin pathologique de faire le mal par n'importe quel moyen. Et elle l'enrageait. Sa sœur si parfaite lui volait la vedette. Pour tout et depuis toujours. Née la première, Cristal pensait que sa place d'aînée serait chérie, qu'elle obtiendrait toujours tout ce qu'elle voulait. Mais c'était sans compter sur la petite Ébène, si douce, si gentille, une vraie petite elfe modèle. Sage comme une image, comme disaient les adultes. Toujours tellement mignonne, faisant fondre n'importe qui malgré sa peau noire et ses yeux rouges. Cristal avait beau multiplier les coups d'éclat pour s'attirer le regard des autres, c'est toujours vers Ébène que les gens se tournaient à la fin. Tous les amis que Cristal pensait s'être faits finissaient immanquablement par devenir amis avec sa sœur et l'abandonnaient. Mais elle avait décidé de se venger, de casser l'image d'Ébène. Personne ne savait que toutes les agressions commises par une mystérieuse elfe noire étaient de son fait. Elle avait même enlevé une puissante mage et brûlé sa maison. Elle avait bien eu des échos, comme quoi la petite fille qu'elle avait surpris ce soir-là pourrait être encore en vie. Mais quelle importance! Elle n'avait pas le moindre pouvoir magique et sûrement peu de souvenirs. Jamais il ne lui viendrait à l'esprit de la traquer. Et même si c'était le cas, la gamine pensait que c'était Ébène, la coupable, et pas elle. Cristal ricana intérieurement. Elle allait bientôt réussir à briser la volonté de Maëlle et obtenir ses pouvoirs. Et si la petite fille de celle-ci cherchait à se venger, elle allait avoir une drôle de surprise. Mélie atterrit sur la pelouse dans un nuage d'étincelles multicolores. Un instant, elle crut s'être trompée d'endroit. D'immenses arbres poussaient à travers les pierres et se trouvaient là où aurait dû être l'ancienne maison de son enfance. Elle tourna sur elle-même, pour être sûre, et reconnut le paysage qu'elle voyait depuis la fenêtre de sa chambre s'étaler sous ses yeux. La petite maison désormais en ruine se trouvait sur une colline, surplombant une immense ville, qui n'était pas si immense que ça la dernière fois que Mélisandre l'avait vue. Néanmoins, le château était encore là, dressant fièrement ses tours crénelées vers le ciel d'un bleu pur, sans le moindre nuage. Ses pierres étaient un peu plus grises que la dernière fois, mais c'était bien le même, avec son étendard rouge, blanc et or qui flottait, attaché au sommet de la tour sud. Mélie contempla le paysage magnifique de la ville fourmillante d'activité, de la joyeuse pagaille des personnes qui s'interpellaient sur le marché en contrebas. Elle inspira profondément l'air frais et sec, ses cheveux ébouriffés par le vent venu de l'océan à quelques dizaines de kilomètres. Elle ouvrit les bras, comme pour englober toute cette étendue merveilleuse en son étreinte, et dit « Me voilà rentrée à la maison. À nous deux, Ébène. » Dans un sursaut, Cristal leva la tête. Pour passer agréablement le temps, elle était en train de torturer son jouet favori du moment, une jeune démone réfractaire à toute violence. Voilà qui était cocasse et particulièrement amusant. Les démons étaient connus pour leurs appétits guerriers et leur propension à faire le mal. Tomber sur un spécimen qui avait changé radicalement de vision de la vie était un cadeau très savoureux. Libérant un instant la cheville gracile de ses ongles tranchants, Cristal secoua la tête. Ses longues cornes éraflèrent le mur derrière elle dans un bruit atroce qui fit grimacer la démone attachée. Intriguée, l'elfe blafarde bougea une oreille, puis l'autre, captant un murmure de magie qu'elle ne pensait pas entendre avant longtemps. Le pouvoir du vent. Fractionné depuis une dizaine d'années, semblait enfin entier. Reculant pour libérer de l'espace entre elle et sa proie, elle tourna d'un quart de tour pour sortir de la cellule exiguë, blessant la démone à la tête de ses cornes au passage. Remontant le couloir obscur de ses prisons personnelles, elle grimpa l'escalier en colimaçon et déboula dans sa suite privée.
tendu de tentures rouge sang, de meubles en pierre noire et d'objets de décoration douteux, la pièce était son sanctuaire sacré. Même ses rares amants n'entraient pas ici. Se dirigeant vers la table aux pieds griffus, elle souleva le carré de soie qui recouvrait sa boule de cristal. Ça faisait un peu cliché, mais bon, c'était le meilleur moyen d'avoir des réponses claires à ses interrogations. Touchant la surface froide, elle formula sa requête en silence. Aussitôt, une brume opaque et bleue envahit la sphère. Concentrant son regard dessus, Cristal la fit tournoyer de ses doigts crochus jusqu'à ce qu'une image apparaisse. S'approchant à quelques centimètres de la surface en verre, elle fut surprise par ce qu'elle voyait. Cette chevelure, ses traits et surtout ses yeux. Elle les voyait presque tous les jours. Ce n'était donc pas un murmure sans fondement. C'était un cri d'alarme. Cristal eut un sourire mauvais. Ainsi, elle était finalement là. Une complication inattendue, mais si facilement rectifiable. Relevant la tête, elle se tourna vers l'escalier et cria « Srilia, c'est ton jour de chance. J'ai une mission pour toi. » Chapitre 4. Aurelian était en colère, même carrément furax. Saisissant sa tablette, il appuya si fort dessus qu'il en fêla la surface. L'image de Manon s'afficha. Perplexe, la jeune métisse regardait son collègue fulminé. « Ok, dit-elle, qu'est-ce que j'ai encore fait ?»« Mélis est sauvée, lui cria Aurelian. Tu étais censé la surveiller, pas lui servir de guide pour quitter la terre. »« Mais je ne l'ai pas aidée. »« Attends, répondit Manon. Oh, la sale petite peste! Elle a dû faire semblant de s'éloigner et espionner mes symboles pour le portail. Je devais partir en urgence. Mon père a encore fait une crise de sombronortis aiguë. Jamais je n'aurais pensé qu'elle serait assez futée pour nous faire ce coup-là. Comment vas-tu la rattraper ? Je ne vais pas la rattraper, dit-il. Quoi ? Cria la jeune fille à travers les haut-parleurs de l'appareil. Non, répondit Aurelian avec un sourire. Je vais laisser Athos et Xénos l'arrêter, la conduire à Damsey, qui lui flanquera la frousse de sa vie, et je la rattraperai dans un sac à patates s'il le faut. Quant à toi, heureusement que tu es muté dans un autre secteur, parce que ce genre de bavure aurait pu te coûter plusieurs années de liberté. Je ne dirai rien aux hautes autorités parce que tu as été floué. Et je suis désolée pour ton père. Ça va aller pour lui, dit Manon en levant la main en signe d'apaisement. Mais franchement, penser qu'une gamine de 16 ans puisse se jouer de nous, c'est rageant. Ça prouve qu'on ne réfléchit pas assez comme des ados et trop comme des adultes, dit le jeune homme. On est peut-être trop vieux pour ces missions. Dis celui qui n'a que 20 ans, répondit-elle. Quand tu auras presque 35 ans comme moi, on reparlera de qui est trop vieux pour jouer le rôle d'un ado protecteur. Tu es bien conservé pour ton âge pourtant, dit Aurelian avec un sourire en coin. C'est ça, moque-toi, dit Manon. N'empêche qu'à mon âge et sans glamour, tu n'auras peut-être pas une peau aussi parfaite, ni cet air de jeune premier que tu peux encore te permettre d'afficher maintenant grâce à tes ascendances. Et encore, tu n'es sorcière qu'à moitié, dit-il. Tu bénéficies d'une longévité supérieure à celle d'un simple mortel. Tu vas quand même vieillir à un certain moment. N'insulte pas ma mère, dit-elle. Elle est magicienne, pas sorcière. Et la lignée de mon père est tout aussi intéressante. Tout le monde ne peut pas descendre de la lignée de la grande reine des elfes, hein. Mais sire le petit prince sans trône. Ouais, bon, répondit le jeune homme taquin. Je dois me lancer à sa poursuite. Porte-toi bien, Manon. Portez-vous bien, votre seigneurie, conclut la jeune métisse en faisant une révérence comique sur l'écran. Aurelian raccrocha en rouspétant, puis contacta ses deux camarades sur Oriana avec pour ordre de retrouver Mélie. Puis il traça des symboles dans l'air, invoqua un portail. La lumière bleue pulsa dans les lignes fluides de la construction éthérée avant de se solidifier. Devant l'ouverture, il eut un moment d'hésitation. Puis il prit sa tablette, envoya un court message à Emilia pour lui dire que tout allait bien, puis programma des messages à lui envoyer tous les jours pour la maintenir dans l'ignorance de la catastrophe monumentale. La catastrophe qui allait arriver. Puis il prit une grande décision. Rassuré, il passa le seuil, direction la ville de Samaria, capitale du royaume de Nitrospel, pays d'enfance de Mélisandre. Et je fais une pause pour boire un verre d'eau.
Pendant ce temps-là, Mélie parcourait les rues de la ville qu'elle avait vues du haut de la colline. Les yeux écarquillés, elle ne savait plus où donner de la tête. Partout où elle regardait, ce n'était qu'explosion de couleurs, d'odeurs, de dialectes divers et variés, se mêlant dans la cacophonie ambiante, des dizaines de races différentes s'interpellant d'un côté à l'autre de la grande place. Mélie ne s'approcha guère des échoppes et des stands, car les vendeurs, prompts à tout faire pour vendre leur camelote, étaient capables de harponner un client naïf en lui promettant monts et merveilles avant de le dépouiller de ses pièces pour une babiole inutile. Tout d'un coup, Mélie fut prise dans une bousculade entre deux elfes mâles bleus de 2 mètres de haut, un troll gris-mauve et une petite magicienne en robe rouge brique et aux cheveux d'un orange si artificiel qu'il en luisait presque, qui se mit à piailler comme une harpie et à reculer précipitamment quand l'un des elfes bleus lui marcha sur le pied, ce qui lui fit percuter le ventre rebondi couvert de taches de gras du troll. Le deuxième elfe rit de la pauvre femme, et celle-ci lui lança un sort qui colora ses beaux cheveux noirs bleutés en un mélange insensé de jaune paille, de vert marais, de rouille et de gris sale. Mélie esquiva le coup de poing de l'elfe ensorcelé qui visait la magicienne et qui percuta le troll au niveau du menton. Celui-ci voulut choper Mélie par les cheveux, mais elle fila plus vite que le vent, pendant que la magicienne donnait un coup de pied dans le tibia du premier elfe, tandis que le deuxième évitait de peu la massue du troll énervé. La jeune fille se cacha entre 2 stands de parfums, observant la dispute entre les 4 protagonistes, évoluer en une bagarre générale. Les corps s'empoignèrent, les morceaux de vêtements, les cheveux, les poils, écailles, dents volèrent. De temps à autre, un lutin vert et jaune quittait la mêlée par la voie des airs avant de revenir en découdre. Quelques sorts fusaient, mais pour la plupart, c'était les coups de poing et les coups de pied qui pleuvaient. La petite magicienne en rouge fut éjectée de la partie. Elle prit ses jambes à son cou, vite poursuivie par les 2 elfes et le troll, brandissant sa massue derrière eux. Personne n'aurait pu deviner qui ils pourchassaient. La magicienne ou les elfes ? Mélie observa ce tohu-bohu pendant quelques minutes avant que les gardes n'arrivent pour séparer les belligérants. Avec force grognements, chacun se releva et la foule se dispersa. Les commerçants sortirent la tête de sous les tables, reprirent leur harangue de la clientèle. Mélie allait partir de sa cachette, avant que la vendeuse de parfums du stand à sa gauche ne la remarque, quand 2 soldats en armure blanche, rouge et or lui barrèrent la route. « Mélissandre Tiline » dit celui de droite. « Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » Interdite, la jeune fille ne réagit pas quand celui de gauche l'attrapa par le bras, lui faisant mal. Elle se secoua sous la douleur, tenta de se soustraire à cette poigne qui la blessait. Le garde la tira vers lui, arrachant au passage un bout de sa manche, et lui coupant la peau avec son gantelet en métal. Mais il cria, se dégagea et fit face aux 2 gardes. Ses yeux devenus d'un bleu si pâle qu'ils en paraissaient blancs. Autour d'elle se déchaîna un vent violent, envoyant voler les nappes et bâches des stands, fracassant les babioles. Les 2 gardes luttèrent contre le vent, protégeant leur visage des éclats de verre et de poterie qui volaient dans le tourbillon créé autour de la jeune fille. « Mélie, ça suffit !» cria quelqu'un d'immobile dans la foule qui s'enfuyait. La jeune fille se retourna vers cette voix, qu'elle reconnut aussitôt. Sa surprise fut telle qu'elle perdit sa concentration sur le tourbillon de vent, qui s'affaiblit jusqu'à disparaître. Car devant elle, planté sur ses 2 jambes, se tenait Théo, son frère. Sauf que maintenant, au lieu du petit garçon de 6 ans qu'elle connaissait et avait perdu de vue quand on les avait séparés, se trouvait un jeune homme de 16 ans avec des traits néanmoins encore un peu juvéniles, des cheveux noirs, les yeux bleus clairs vifs, qui, à cet instant, brillaient de colère. Mélie était tellement concentrée sur lui qu'elle ne vit pas l'un des gardes prendre de la poudre rose scintillante dans sa bourse et la lui souffler au visage. Perdant l'équilibre et conscience en même temps, la dernière chose qu'elle vit fut Théo la rattrapant avant que ses yeux ne se ferment. Merci. Allez, un autre verre d'eau.
Chapitre 5. La pièce dans laquelle Mélie se réveilla ne ressemblait pas à une cellule de prison. Non, elle avait l'air d'une chambre tout à fait banale, si on considérait qu'une chambre entièrement rose, les murs dégoulinants de papier peint rose à petits cœurs, un plancher en bois de rose d'une teinte rose pâle, les draps du lit en coton rose et même le lit lui-même en métal peint en rose bonbon puisse être banal. L'oreiller sur lequel sa tête s'appuyait possédait une myriade de petits pompons du rose le plus pâle au plus sombre. C'est comme si quelqu'un avait lu que les filles aimaient le rose et avait créé la chambre rien que pour elles. Sauf que les faits étaient des plus flippants. Mélie avait l'impression d'être dans une immense boîte tout rose. Elle repoussa les draps roses, se leva et marcha jusqu'à la porte rose qu'elle trouva verrouillée. Il n'y avait pas de fenêtre, pas d'autre issue. Elle tapa du poing contre le bois, et instantanément la porte se déverrouilla. Mélie tira sur la poignée pour l'ouvrir et sortir, mais elle ne put pas faire un pas à l'extérieur, car elle se retrouva nez à nombril nez à nombril avec la plus grande personne qu'elle ait jamais vue. La jeune fille eut un mouvement de recul instinctif devant elle, car la personne en face d'elle n'avait pas de jambes, mais une longue, très longue queue de serpent verte, jaune et or, avec de magnifiques motifs noirs tout du long. Levant les yeux, encore et encore, elle croisa enfin le regard de la femme qui se tenait devant elle. Vêtue d'un chemisier crème qui s'arrêtait légèrement au-dessus de son nombril, pour laisser la place à sa queue serpentine, elle avait une peau vert olive sombre, de longues oreilles pointues courbées vers le bas, portant plusieurs piercings en argent, des yeux jaunes et brillants comme des topazes, des cheveux roux clairs remontés en chignon sur les côtés et surmontés de 2 cornes noires recourbées vers le haut. Sur son visage, descendant du front autour de ses yeux, sur ses pommettes et l'arête de son nez, se trouvait un tatouage d'une teinte légèrement plus foncée que sa peau, en courbes et points tribaux. La femme serpent baissa les yeux sur Mélie. Puis, elle ouvrit la bouche, et la jeune fille put voir que sa langue était bifide et qu'elle portait de petits crocs proéminents. D'une voix de petite fille douce et fluide, qui surprit beaucoup Mélissandre, elle dit « Eh bien, jeune fille, tu en auras causé des problèmes aujourd'hui. Je suis Dame Say, l'intendante. C'est moi qui gère les invités, prévus ou imprévus. » Aurélien était mécontent. Ses 2 collègues, pris ailleurs, n'avaient pas pu intercepter Mélissandre, et ils regardaient le carnage du marché de loin avec consternation. Grâce à sa vision digne d'un aigle, il pouvait voir les tessons de verre colorés balayés par un nettoyeur du royaume. Certaines tables d'échoppe étaient aussi constellées d'éclats de verre, plantés bien droit dans le bois ou saillant des trous faits dans les nappes et stores. Un peu plus loin, une femme à la longue chevelure d'un rose quasiment fluorescent tenait une compresse contre son bras, d'où s'échappait encore un mince filet de sang. Elle attendait sûrement l'arrivée d'un mage guérisseur envoyé par le palais. Les gardes tentaient de ramener le calme au sein de la populace qui grognait. 2 elfes bleus, un troll et une petite magicienne en rouge étaient menottés à part. Aurélien en déduisit donc qu'il s'agissait des personnes qui avaient en premier semé la pagaille dans le marché. Puis, il tendit l'oreille. 2 commères se plaignaient de la montée en puissance des bagarres dans le quartier. Aurélien n'y aurait pas prêté attention s'il ne les avait pas entendus, à cet instant, parler de la jeune fille qui avait déchaîné un tourbillon de vent quelques instants après que les gardes eurent commencé à séparer les bagarreurs. Tout oui, Aurélien s'approcha doucement des 2 femmes, mais elles avaient changé de sujet, comme le font toujours les commères. Frustré, il s'avança vers un soldat qui tenait un tissu contre sa tête. Quand il l'aperçut, le soldat se releva en vitesse, tentant de cacher sa grimace de douleur, et s'inclina devant Aurélien. « Pas de ça ici, je vous en prie, » dit le jeune homme. « Je ne suis pas en visite officielle. J'ai des questions à vous poser. Pouvons-nous aller nous installer un peu plus loin ?»« Oui, sire !» répondit le soldat en se mettant en garde à vous et en claquant les talons l'un contre l'autre. « Tout ce que vous voudrez, sire !» Aurélien souffla de nouveau de frustration et suivit le soldat plus loin dans la rue. Ils s'assirent à la table, en terrasse d'une auberge. Le serveur, un jeune lutin à la peau gris-bleu et aux cheveux rose fuchsia, s'approcha d'eux, mais Aurélien secoua la tête. «
Je vous écoute. Que s'est-il passé sur le marché ? Demanda-t-il. Le soldat s'adossa à sa chaise. Il aurait bien pris une petite bière, lui. Mais on ne contrariait pas un prince de sang royal. Alors il musela son envie de boire et expliqua la bagarre, puis l'arrestation des 4 belligérants. C'est tout ? Demanda Aureliane. J'ai entendu 2 femmes parler d'une jeune fille qui aurait perdu le contrôle de ses pouvoirs. Ah, elle, répondit le soldat. Nous avons reçu l'ordre de l'arrêter. Mais elle ne s'est pas laissée faire. Il a fallu l'intervention du jeune soldat Théo pour réussir à la distraire suffisamment pour lui souffler de la poudre de sommeil au visage. Ensuite, elle a été conduite au palais. J'en sais pas plus. Théo ? Pas Théo Tiling, quand même, demanda Aureliane. Si, lui-même, répondit le garde. Pourquoi ? Vous le connaissez, sire ? Oui, et ce n'est pas une bonne nouvelle, lui dit-il en se levant. Je vous souhaite une bonne journée, mon brave. Vous de même, sire, répondit le soldat, surpris. Aureliane s'éloigna rapidement de l'auberge, courant presque pour se rendre au palais. Il était tellement concentré sur son chemin qu'il ne vit pas, caché dans les coins obscurs de la ruelle, une ombre aux yeux rouges le fixait. Un sourire aux lèvres, la bouche pleine de crocs. Mélie n'avait pas peur. Enfin, pas trop. En fait, elle essayait plutôt de se convaincre qu'elle n'avait pas peur. Pas facile dans une pièce où tous les gardes étaient des êtres à moitié humains et à moitié loups. Les lycanthropes, comme ils s'appelaient, pouvaient sentir la peur sur sa peau. La jeune fille sentait un filet de sueur couler le long de son dos. Pourtant, aucun des 4 lycans de la pièce ne la menaçait directement. En fait, ce n'étaient pas les 3 hommes et la femme loup qui lui faisaient peur. Ce n'était pas non plus Damsey, la femme serpent, qui se tenait pourtant devant elle, assise de l'autre côté de la table. Non. Ce qui faisait peur à Mélisandre, c'était la pensée de revoir Théo, son frère. Et peut-être aussi de tomber sur Aureliane, car il serait furieux à n'en pas douter. Elle s'affaissa sur sa chaise en poussant un soupir. Elle ne savait pas ce qui serait le pire. Revoir son frère après presque 10 ans d'absence ? Ou se faire enguirlander par la seule personne qu'elle considérait comme son amie. « Tiens-toi droite, lui dit Damsey. Une jeune fille ne doit pas se tenir comme un vulgaire sac à patates. » Mélie se redressa, tout en lançant un regard noir à la femme serpent. Mais très vite, elle commença à se tortiller sur sa chaise. Surprenant le soupçon de reproche dans les yeux jaunes de Damsey, la jeune fille se leva de sa chaise pour faire les 100 pas dans la pièce. En fait, les 11 pas et demi, vu que la pièce carrée ne devait pas faire plus de 10 mètres carrés. Elle souffla de frustration. Cette attente allait finir par la tuer. On toqua à la porte. Mélie se figea. Damsey se leva de sa chaise et s'avança en ondulant sur sa queue serpentine pour ouvrir. Dans l'embrasure de la porte s'encadra alors le pire cauchemar de Mélie. Bien pire qu'elle n'avait pu imaginer en attendant la présence combinée de son frère et d'Aureliane, se regardant méchamment. Elle ne put s'en empêcher tant la tension semblait insoutenable. Sous le regard ébahi des 2 garçons, sous la pression, elle explosa de rire. Chapitre 6. Les lycans s'entre-regardèrent, mal à l'aise. La jeune humaine qu'ils surveillaient semblait victime d'une sorte de folie, parce qu'elle se tenait les côtes, pliée en 2, les épaules tressautant et les larmes aux yeux, le visage rouge tomate. Damsey semblait elle aussi perplexe face à ce spectacle, cherchant une aide silencieuse du côté des 2 jeunes hommes qui attendaient encore de pouvoir entrer dans la pièce. Quand Mélie finit par tomber à genoux, Aureliane se décida à pousser Théo pour passer la porte et s'accroupit à côté d'une Mélisandre qui retenait à grand-peine ses éclats de rire. Il ne prononça que 3 mots. « Ça t'amuse » Elle repartit de plus belle, ne pouvant masquer ses gloussements nerveux. Quand elle leva la tête vers lui, Aureliane put voir ses yeux pétiller, les commissures de ses lèvres se relever de façon saccadée et son menton trembloter en se retenant de rire ouvertement. Il s'assit sur les talons, en poussant un soupir, et patienta tandis qu'elle reprenait son souffle. Resté près de l'entrée, Théo tapait du pied, les bras croisés. Prenant plusieurs longues inspirations, Mélie commença à se calmer. Elle jeta un regard à son frère par-dessus l'épaule d'Aurélien. Théo prit ce geste pour une invitation et alla s'asseoir à côté de Damsey.
Mélie se redressa, imitée par son amie. Elle retourna s'installer sur sa chaise, en face de son frère. Auréliane prenant place à ses côtés. Les autorités supérieures ne vont pas apprécier que tu sois revenu sans permission sur Oriana, dit Damsey. Sans compter que tu mets ton protecteur en fâcheuse position. S'il n'était pas apparenté à la famille royale elfe d'Ilorial, il aurait de très sérieux ennuis. Attendez, dit Mélie, famille royale Elfe Elle se tourna vers Auréliane qui, soupirant, passa la main devant son visage comme s'il était un masque. Ses traits se modifièrent très légèrement. Ses yeux devinrent plus vifs, la pupille plus fine, comme celle d'un chat. Sa peau perdit ses traces d'acné et un tatouage apparut sur le côté de sa joue droite, presque entre l'œil et l'oreille. Oreille, qui maintenant était pointue au bout. Ses cheveux poussèrent légèrement aussi pour lui arriver à la base du cou. Son corps changea à peine, ou en tout cas, ses habits de guerrier camouflèrent les possibles changements. Auréliane s'étira, un bras au-dessus de sa tête en disant « Ça fait du bien de se défaire de ce glamour ». Mélie le regardait avec des yeux ronds et accusateurs. En presque 5 ans de protection et d'amitié, il n'avait jamais trouvé le temps de lui dire qu'il était elfe. Elle le fusilla du regard. Lui lança un regard mi-triste, mi-amusé, et haussa les épaules en disant « Si tu y avais vraiment réfléchi, tu l'aurais deviné bien plus tôt. Et puis, ce n'était pas primordial que tu le saches pour que j'effectue correctement ma mission. »« Et maintenant ?» demanda la jeune fille. « Maintenant, répondit Théo, tu vas retourner sur Terre, avant que des personnes mal intentionnées ne te mettent la main dessus. »« Il n'en est pas question !» s'écria Mélie. « Je veux venger la mort de notre père et l'enlèvement de notre mère. Je sais qui est derrière tout ça. Elle s'appelle Tu n'es pas assez forte !» tonna Théo en tapant du poing sur la table. « N'importe qui pourrait t'enlever dans la rue et prendre tes pouvoirs. Tu veux déchaîner le chaos, c'est ça ?»« Je ne suis pas d'accord avec toi, lui dit Auréliane en s'adossant correctement à son siège. Depuis que je veille sur elle, j'ai pu constater l'étendue de ses pouvoirs, sa capacité d'adaptation et sa concentration. Ma mission première était de la protéger, mais je devais aussi surveiller l'évolution de ses pouvoirs et les réfréner. Sauf que je n'ai jamais cherché à les restreindre. Je l'ai au contraire encouragée à les utiliser, à les perfectionner. Je sais qu'elle est capable de les contrôler. « Et le désastre du marché, hein ?» demanda Théo en croisant les bras. « Elle a déchaîné les vents et blessé nombre de personnes innocentes. » Mélie baissa la tête, honteuse, mais Auréliane riposta. « D'après les rapports que j'ai lus sur l'incident, c'est à cause de la brutalité d'un garde qu'elle a activé sa magie. S'il ne l'avait pas blessée au bras en l'attrapant, elle n'aurait pas usé de son pouvoir pour se défendre. Son pouvoir sur le vent est encore fragile, mais elle va apprendre à le contrôler. »« Je peux contrôler le vent ? Mais comment ? Et pourquoi ?» demanda Mélisandre. « Je t'expliquerai plus tard, lui dit Auréliane. Puis il se tourna vers Théo et dit « Tu n'as pas autorité sur elle pour décider si oui ou non elle peut rester sur Oriana. Sur Terre, c'est Emilia qui est sa tutrice, mais ici, je suis son gardien attitré, et je dis qu'elle reste. » Mélie se tourna vers lui dans l'intention de le prendre dans ses bras et de l'embrasser quand Auréliane, qui avait plus ou moins deviné ce qu'elle allait faire, stoppa son geste d'une main avant de dire « mais à plusieurs conditions. » Chapitre 7. Les gardes Lycan gémirent tous à l'unisson, les sinus à vif. La petite salle était saturée par les relents putrides du ressentiment qu'éprouvait le jeune soldat humain face à sa sœur et à l'elfe qui la protégeait. Damsey, quant à elle, suivait tout cela comme un match de tennis, ses yeux passant de Théo à Auréliane, à chaque nouvelle répartie. Mélie se rassit bien droite sur sa chaise, la tête tournée vers son ami elfe. « Quelles sont tes conditions ?» demanda-t-elle. Auréliane posa les mains sur la table, devant lui, regarda tour à tour Théo, Damsey puis Mélie avant de dire à celle-ci « J'accepte de t'aider à te venger, mais je veux d'abord que tu exerces tes pouvoirs. Je ne parle pas que de ton pouvoir sur le vent, mais des autres que tu possèdes. Tu es issu d'une grande lignée de mages. Tu as créé un portail parfait quand tu as quitté la Terre. Je veux que tu apprennes à te battre, avec ta magie, mais aussi avec ton corps, et les armes que je mettrai à ta disposition.
Je veux que tu saches utiliser toutes les situations à ton avantage, et je souhaite que tu m'accompagnes lors de mes missions. »« Non !» s'écria Théo. « Je refuse qu'elle parte en mission. C'est bien trop dangereux. »« Si tu as peur pour elle, tu n'as qu'à nous accompagner, » lui répondit Auréliane. « Même si ta présence me rebute. Ça peut la rassurer. Elle, je m'inclinerai. » Auréliane se tourna vers Mélie, attendant sa réponse. La jeune fille regarda son frère et dit « Je veux le faire et je ne veux pas t'obliger à me suivre. C'est notre vengeance à tous les deux que je veux accomplir. Pour nos parents, pour notre enfance commune volée, je veux développer mes pouvoirs et devenir plus forte. Je ne veux plus être faible et qu'on ait besoin de me protéger. »« Bien, » dit Auréliane, en se levant. « Cela étant dit, nous allons prendre congé. »« Attends, » dit Théo. « Je veux qu'une personne supplémentaire veuille sur elle, en plus de toi. » Mélie commença à ouvrir la bouche pour répliquer qu'il n'avait pas besoin d'une nounou de plus quand Auréliane dit « T'inquiète, c'est déjà prévu. Mes cousines vont nous rejoindre. Tu te souviens d'elles ?»« Oh non, » dit Théo en s'affaissant sur sa chaise. « Pas Orphée et Alika ?»« Eh si, » dit Auréliane avec un sourire mauvais. « Et elles n'ont pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois entre vous. Tu veux toujours nous accompagner ?»« Certainement pas, » répondit Théo. « Je ne suis pas suicidaire, moi. » Auréliane glissa sa chaise et celle de Mélie sous la table, salua Damsey et un Théo totalement déconfit avant de s'avancer vers la porte, suivi de la jeune fille. Il adressa un signe de la main au garde Lycan et ouvrit la porte. De l'autre côté se tenaient deux jeunes femmes elfes qui lui sautèrent au cou. Toujours derrière Auréliane, Mélie fut prise d'assaut par elles, qui la serrèrent dans leurs bras avant de claquer des baisers sonores sur ses joues, avant d'aller saluer Damsey, et qui jetèrent un regard mauvais à Théo en lui faisant de grands sourires, ce qui le fit encore plus blêmir. Il salua sa sœur de la main et s'esquiva de la salle avant que les deux jeunes elfes aient pu mettre la main sur lui. Auréliane ricana de cette fuite précipitée, puis rejoignit Mélie et la présenta à ses cousines. Orphée et Alika étaient demi-sœurs, nées de la même mère, comme cela se faisait souvent chez les elfes. La première était d'une beauté métisse, de grande taille, à la peau café au lait, avec des yeux myosotis, comme Auréliane, et une longue chevelure rouge carmin tressée qui lui arrivait un peu en dessous des mollets. Elle portait de nombreux bijoux en or sur ses oreilles pointues, et elle avait même un anneau d'or dans le nez, à gauche. Deux grains de beauté, l'un situé à côté de son œil gauche et l'autre à droite, sous sa bouche, lui donnaient un air encore plus fascinant. Ses lèvres peintes couleur cassis semblaient se relever continuellement en un sourire un peu moqueur, ce qui ajoutait à son charme. La seconde, plus petite, d'une quinzaine de centimètres, semblait plus douce aux premiers abords, jusqu'à ce qu'on croise son regard. Dans ses yeux vermousse brillait une flamme intense de volonté et une redoutable intelligence. Son visage, à la peau crème parsemée de taches de rousseur sur le nez et les joues, était encadré par de longs cheveux roux tangerines, fins, raides et soyeux. Ses lèvres roses tentaient de rester sérieuses, mais un léger sourire venait relever le coin de sa bouche. Intimidée par la beauté et l'assurance des deux femmes elfes, Mélie tenta de faire bonne figure, en redressant le buste, mettant son mètre 70 à profit et ramena ses cheveux ébouriffés par la brusque étreinte des cousines d'Auréliane, en arrière, pour dégager son visage. Sa tenue était encore couverte de poussière du marché et elle tenta maladroitement de s'en débarrasser sans attirer l'attention. Les deux sœurs firent mine de ne rien voir et entamèrent la conversation avec Auréliane, tandis que Mélie remettait de l'ordre dans ses vêtements. Elle tendit néanmoins l'oreille quand ils commencèrent à parler des missions à effectuer. Mais soudain, le jeune elfe se redressa, ses oreilles bougeant dans tous les sens. Il fit signe aux trois filles de le suivre. Ils quittèrent ce couloir, empruntèrent plusieurs portails de téléportation fixes et quelques escaliers pour se retrouver à l'extérieur. En regardant derrière elle, Mélie constata qu'elle avait été transportée inconsciente jusqu'au château, qu'elle avait admiré en arrivant à Samaria. Suivant Auréliane et Orphée et Alika, elle s'engagea dans les méandres de la ville. Plusieurs fois, le jeune elfe prit la main de Mélie pour la guider sous l'escorte attentive des deux sœurs. Ils
tournèrent brusquement dans des ruelles et à quelques reprises, et Aurelian jetait alors des coups d'œil mauvais et scrutateurs autour de lui. Au bout d'une demi-heure de marche furtive dans les petites rues de la ville, ils arrivèrent sous un porche. Au-delà, une jolie cour pavée, ornée en son centre d'une petite mais néanmoins magnifique fontaine aux statues de vermeil, s'ouvrait à leurs yeux. Elle desservait de grandes maisons à étages, si collées l'une à l'autre, qu'elles avaient presque un mur en commun. Aurelian se dirigea vers celle de gauche, qui avait une porte bleu roi avec un heurtoir en forme de patte de lion en or. Il n'utilisa pas le heurtoir, mais se contenta de tourner la poignée et d'entrer dans le vestibule, les autres à sa suite. Alika referma la porte derrière elle et tendit l'oreille pendant quelques dizaines de secondes. Les autres se taisaient en l'observant. Quand elle hocha la tête pour signifier que la voie était libre, les 3 elfes poussèrent en chœur un soupir de soulagement. Enfin, Aurelian se tourna vers Mélie et lui dit « Bien. Maintenant, nous pouvons organiser ta première mission de sauvetage. » Quittant l'entrée, ils se dirigèrent vers un salon à l'allure spartiate, aux murs uniformément blancs, au plancher de bois brut, dont le seul meuble était une grande table ronde grossièrement taillée dans une pierre grise et ses chaises. Chacun s'assit autour de la table et Orphée sortit un parchemin d'une poche dissimulée dans son haut. Mélie avait été tellement éblouie par la beauté des 2 jeunes elfes qu'elle ne remarqua qu'à cet instant la façon dont elles étaient vêtues. L'elfe métis portait une tunique, grise, à motif bleu glacier, au décolleté profond, sans manches, et qui s'évasait en s'ouvrant sur les côtés sur ses hanches parfaites. Son pantalon cargo jaune ocre s'accordait bien avec, et elle portait des bottines en cuir brun, simples et fonctionnelles. Tournant la tête, Mélie détailla la tenue d'Alika. La jeune elfe rousse arborait un blouson vert lichen à manches longues, dont le col, brodé de lignes vert foncé, laissait apparaître le haut de ses épaules. Le tissu, à l'aspect doux et soyeux, descendait jusqu'à mi-cuisse. En bas, elle portait un legging noir, arrivant à ses gracieuses chevilles, mettant ses belles jambes en valeur. Ses pieds étaient chaussés de ce qui ressemblait fortement à une version chic, mais sans marque, de Converse en jean. Aurelian, quant à lui, portait ses habits terriens. Un t-shirt à manches courtes, rouge, à l'effigie d'un groupe de rock inconnu, un jean déchiré sur le genou gauche et une paire de baskets passe-partout. Mélie baissa les yeux sur sa propre tenue en piteux état. Son t-shirt, précédemment blanc, était devenu crème et ocre à certains endroits à cause de la poussière. Son pantacourt en toile bleu lavande portait des traces de parfum et huile colorée et était déchiré en plusieurs endroits à cause des tessons de verre qui avaient volé lors de la bagarre et après. Seules ses chaussures, des tennis gris clair, étaient encore à peu près propres et sans dommages apparents. « Hé, bonsoir Stone Pebble. Bienvenue sur ce petit stream lecture. » Pendant que Mélie détaillait la tenue des uns et des autres, le parchemin était passé entre les mains d'Aurelian. Il le déroula et le posa bien à plat devant lui. Levant les yeux, il se racla la gorge pour attirer l'attention de Mélie. Elle leva la tête vers lui et redressa le buste, totalement concentré. « Bien, dit-il. Grâce aux renseignements interterritoires, des troubles ont été signalés dans les montagnes de Nolian. » Là, Sarah, tu me diras, c'est Nolian ou Nolian ? Un groupe d'élèves mineurs serait retenu en otage par des démons dans leur école. Le plan d'évacuation d'urgence a été mis en place dès le début de la prise d'otage, demanda Alika. Quelles sont les forces présentes sur les lieux actuellement ? En fait, répondit Orphée, l'école n'était pas officiellement ouverte aujourd'hui. Seul un petit groupe d'étudiants et leurs professeurs étaient sur place pour mener à bien un projet d'extraction de métaux précieux dans une des galeries principales. Les démons ont surgi de nulle part, exigeant leurs points en or, argent et platine au gouvernement nolianien pour libérer leurs prisonniers.
Évidemment, le roi Bartus a refusé tout net, et comme c'est une vraie tête de mule, le conseil des nains a dû s'incliner. C'est pour ça qu'on a fait appel à nous, dit Aureliane en se tournant vers Mélie. Notre première mission avec toi consistera à secourir les otages et capturer les démons responsables pour les traduire en justice. Tu t'en sens capable ? La jeune fille déglutit péniblement avant de carrer les épaules, puis elle dit « Et si les démons ne se rendent pas ? Que doit-on faire dans ce cas-là » Aureliane s'adossa à sa chaise, les mains toujours posées sur le parchemin, et dit avec un sourire « Ne t'en fais pas, ils vont se rendre. » Personne ne résiste à ces deux-là, poursuivit-il en désignant les deux sœurs imitant à la perfection l'innocence incarnée. Merci Sarah. Dans les montagnes, la vie est rude. Il y a peu d'arbres, peu d'ombre où se cacher. La météo peut changer très rapidement. En 1 heure, on peut se retrouver sous une averse de grêlons gros comme des balles de sagades. Puis, voir venir les soleils et une température à faire cuire un œuf de tapanou sur le dos d'une gagapalos. Alors là, on va prendre le lexique quand même. Des balles de sagades. C'est le petit 2. Sport entre le golf et le tennis. Les balles font environ 6 cm de diamètre. Ah ouais, pas mal pour des grêlons. Donc en 1 heure, on peut se retrouver sous une averse de grêlons gros comme des balles de sagades, soit 6 cm, puis voir revenir les soleils, les 2 soleils, et une température à faire cuire un œuf de tapanou sur le dos d'une gagapalos. Qu'est-ce qu'un tapanou et un gagapalos ? Déjà le tapanou. C'est un volatile ressemblant à une poule qu'on aurait croisé avec une autruche, très grande sur plate, avec de magnifiques plumes rousses. Elle pond des œufs délicieux à la coquille bleue et facile à cuire. La gagapalos est une sorte de tortue avec une carapace tellement dure et brillante qu'elle ressemble au métal. Souvent utilisée pour faire cuire des aliments au soleil, car elle emmagasine très bien la chaleur. Eh ouais, le lexique. Et du coup, voilà. En 1 heure, on peut se retrouver sous une averse de grêlons de 6 cm, voir revenir les soleils, ce qui va faire monter la température si haut qu'on pourra cuire un œuf aussi gros que celui d'une autruche sur une carapace de tortue. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Posté devant l'entrée du souterrain, un démon guettait. Il n'avait pas vraiment eu le choix, en fait. Embrigadé de force par les autres, dans la quête de richesse, il s'était laissé porter par le mouvement. En plus, on lui avait dit que personne ne serait blessé dans l'histoire et qu'ils en ressortiraient riches comme des dieux. En attendant, il attendait comme un guignol de service dehors. Et cette lumière qui lui brûlait l'œil et la peau, pas facile de faire le guet quand on est borgne et ébloui par les soleils d'Oriana se reflétant sur les parois rocheuses étincelantes de veines inexploitées d'argent, d'or, de cuivre et de platine. C'est pour ça qu'il ne vit pas le rayon de magie atteindre sa pleine tête, lui faisant perdre connaissance. Couché derrière une grosse pierre, après être arrivé par un portail créé par Aureliane, le groupe observait le démon posté devant l'entrée du souterrain s'écrouler. « Beau lancer !» dit Aureliane à Alika. « Ton sort de sommeil va durer longtemps ?»« Je sais pas trop, » répondit celle-ci. « Je n'avais encore jamais testé cette magie sur un démon. Le mieux, c'est de le ligoter et de le cacher dans un coin, d'où les autres ne le verront pas. »« Orphée ?»« Je m'en occupe, » dit l'elfe métisse. Elle se leva prestement et courut auprès du démon assommé. Le ligota, de chaînes de titane, avant de le traîner vers le buisson le plus proche. Quand elle lui atteint celui-ci, elle se rendit compte qu'il était déjà conscient. Elle s'apprêtait à l'assommer de nouveau, mais il arrêta son geste de la main, doucement. Il lui dit en chuchotant « Ce n'était pas mon idée. J'étais totalement contre. C'est pour ça que je faisais le guet. Je ne veux pas être mêlé à tout ça. Je vous dirai tout ce que je sais. » « Un démon honnête ? C'est rare, dit Orphée en faisant signe aux autres d'approcher. « Comment tu t'appelles ?»« Diablo, répondit-il en haussant les épaules. Je sais, c'est totalement cliché. Ma mère a beaucoup d'humour pour une démone.
Orphée sourit et recula de 2 pas pour laisser Aureliane, Mélie et Alika l'approcher. Elle scruta les environs au cas où d'autres démons moins conciliants que celui-ci ne les surprennent. Le jeune elfe s'accroupit devant Diablo et ils conversèrent à voix très basse pendant quelques minutes. Mélie tendait l'oreille, mais elle ne put capter que quelques bribes de mots. Puis, Aureliane défit la chaîne autour des poignets et du torse du démon, l'aida à se relever et lui tendit son avant-bras. Diablo le prit dans sa main gantée à épines, offrant lui aussi son avant-bras à Aureliane. Ils se saluèrent comme des guerriers pendant une dizaine de secondes, face à face, sans bouger. Mélie profita de cette pause pour bien observer le démon. Haut de 2,10 m, il est bâti comme un lutteur professionnel. Sa peau bleu pétrole portait de nombreuses cicatrices. La plus impressionnante étant sur son visage. 2 marques de griffes, bien parallèles, partaient du front pour descendre sur sa joue, rendant son œil droit borgne. Sa paupière balafrée avait même été recousue pour ne pas laisser l'orbite béante. Il avait de petites oreilles pointues, des cornes recourbées d'un beau rouge vif au-dessus des tempes, et ses cheveux bleu fumé, rasés sur les côtés, étaient tressés sur le sommet de son crâne, et il portait un petit bouc d'une nuance un peu plus foncée. Son seul œil ouvert était bleu ciel, avec une sclère rouge vif. Il avait un anneau d'or pâle dans l'oreille gauche, et un torque en métal noir à tête de dragon aux yeux de rubis autour du cou. Son torse était couvert de bandages gris foncé ajustés. Il portait des épaulettes en métal sombre, avec une fourrure proche de la couleur de sa peau, et 2 chaînes croisées sous ses bras. Son pantalon en toile noire et ses bottes en cuir bouilli, d'où dépassait le manche d'un poignard, complétaient sa tenue. Quand ils se séparèrent enfin, Diablo vit Mélie qui l'observait. Il fronça les sourcils, prit une grande inspiration, puis écarquilla les yeux et il dit, dans un souffle, « Fille du vent !» Bah là, je pense que je suis autant sur le cul que Mélie. Comment il l'a reconnue? Chapitre 9. Aureliane fit mine de l'attaquer avec son poignard, mais Diablo leva les mains en l'air en signe d'apaisement. Il dit « Je ne vais pas lui faire de mal. Je suis de ceux qui veulent la protéger, qui veulent protéger notre planète, et je respecte les principes de la mère créatrice et des 5 dieux éléments. Par contre, mes compatriotes là-dedans, dit-il en montrant l'entrée du souterrain, n'ont pas autant de scrupules. Comment as-tu découvert son identité aussi vite ? Lui demanda Aureliane en brandissant toujours sa lame vers sa gorge. Je suis un démon, engendré par la déesse Gomaïssa, répondit Diablo. Je suis issu du feu, et mes sens sont plus développés que ceux des autres races. Je peux percevoir les auras, les forces et les faiblesses de chacun pour les exploiter à mon avantage. Mais pour elle, je n'ai pas eu besoin de ça. Son odeur m'évoque un nombre fou de souvenirs de tempêtes les plus dévastatrices, aux brises les plus légères. Et j'ai déjà senti cette odeur sur une autre fille, il y a une 100aine d'années environ. Elle s'appelait Salaël, il me semble. Ses parents ont combattu des sorciers liés aux démons du clan Nostre Icade. Il va falloir que je lise le lexique. Nostre Icade. Clan de démons de la péninsule de Gexi. Facilement manipulable et avide de pouvoir et d'argent facile, il n'hésite pas à accepter n'importe quel contrat, même les plus horribles, pour quelques pièces. Donc, cette petite fille, il y a une 100aine d'années environ, ses parents ont combattu des sorciers alliés aux démons du clan Nostre Icade. À l'époque aussi, je faisais le guet. J'ai juste eu le temps de voir passer cette petite fille dans les bras de son père avant qu'ils ne fuient leur maison en flammes. Leur mère n'a pas survécu. Je n'ai pas cherché à les arrêter, ce n'était pas mon boulot après tout. Ça m'a valu cette marque, dit-il en passant la main sur son œil borgne. Salaël était le prénom de ma grand-mère, dit Mélie en s'avançant vers lui. Tu l'as sauvée. Merci. Aureliane l'intercepta avant qu'elle ne s'approche trop et touche le démon. Celui-ci haussa un sourcil devant cette preuve manifeste de protection affective.
Ses lèvres se relevèrent en un demi-sourire. Il dit « Je me sentirai entièrement remercié le jour où les dieux se réveilleront enfin et remettront ce monde sur les rails. La paix sur cette planète, c'est tout ce que je demande. Sur ce, je vous laisse. Je ne tiens pas à être encore là quand les autres se seront fait attraper et se seront rendus compte que je ne les ai pas prévenus de votre arrivée. Tu sais, dit Orphée, si tu cherches un autre boulot honnête et protéger ce monde, tu peux postuler à l'Académie des gardiens. C'est là que nous avons tous les trois été formés. Ils cherchent encore et toujours des personnes compétentes et fiables. Même parmi les démons, sans vouloir te vexer avec ces clichés sur ton espèce. Je ne me sens pas visé par les critiques faites aux démons, répondit Diablo. Mais c'est une bonne idée, entrer à l'Académie. J'y vais de ce pas, merci. Il commença à reculer hors du buisson pour avoir plus de place, puis fit une révérence à Mélie, et un salut martial aux 3 elfes avant de partir en courant à l'opposé du souterrain, vers le flanc ouest de la montagne. Mélie ouvrit la bouche pour demander des explications à son protecteur sur la lignée du vent, mais il lui fit comprendre d'un seul geste que ce n'était pas le bon moment. Toujours caché par le buisson, le groupe attendait. Orphée venait de pénétrer dans le souterrain à la vitesse de l'éclair. À peine quelques secondes plus tard, elle revenait, couverte de poussière et de traces d'or, comme si elle s'était frottée contre les murs, pleins de veines de métaux précieux. Ils sont tout au fond, dans une sorte de grotte naturelle de grande taille, dit-elle. Il y a 6 démons, comme Diablo l'a mentionné. Une dizaine de jeunes nains et un professeur aussi. Celui-ci ne nous sera d'aucune aide, ils l'ont assommé et ligoté. Les élèves manient des pioches et des pelles dont ils pourraient se servir pour se défendre. Quelles sont les armes des démons ? Demanda Alika. Doit-on redouter l'usage de sorts ? Je ne pense pas, répondit l'elfe métis. Je n'ai pas senti de magie sur eux. Par contre, ils ont assez d'armement pour une 20aine de guerriers. L'un d'eux a même un arc de bataille et ses flèches ont l'air empoisonnées. Celui-là, je m'en occupe, dit Aureliane. Donne-nous des détails sur la position des autres démons, leurs forces et leurs faiblesses. Tandis qu'Orphée expliquait ce qu'elle avait vu, Mélie surveilla discrètement l'entrée du souterrain et commençait à tracer des lignes avec ses mains. Quand son sort fut prêt, elle le canalisa dans sa paume avant d'en créer un deuxième pour son autre main. Ainsi, elle pourrait attaquer tout de suite, prenant l'ennemi au dépourvu. Aureliane vit ses mains illuminées de traînées bleu clair. Il sourit. Elle appliquait ses conseils d'être toujours paré à l'attaque. Quand ils eurent toutes les informations glanées par Orphée, ils se préparèrent. Le jeune elfe ouvrit la marche, se collant au mur et utilisant son don de camouflage naturel pour progresser rapidement jusqu'à la grotte. Orphée passa en coup de vent devant Mélie, devenant une tache floue. Alika, elle, resta près de la jeune fille, traçant des signes avec ses mains pour préparer un sort. Les 2 magiciennes attendaient le signal d'Aureliane. Quand un cri retentit dans la grotte, suivi par un bruit sourd d'un corps qui chute de plusieurs mètres, elles attaquèrent. Mélie et Alika débarquèrent en plein chaos. Aureliane, sur une corniche à 6 mètres de haut, se battait au sabre contre un démon jaune couvert de bandages noirs. Son premier adversaire, à l'arc, un démon bleu portant un casque muni d'impressionnantes cornes torsadées, gisait au sol après avoir chuté de la corniche. Orphée n'était pas visible, mais 2 démons, l'une rouge tomate, l'une rouge tomate, l'autre violet aubergine, volèrent soudainement dans les airs pour se cogner contre les parois rocheuses qui leur déchirèrent le dos. La jeune elfe métisse apparut un bref instant pour libérer le professeur qui reprenait doucement conscience. Les élèves mineurs retournèrent leurs outils contre les démons, leur balançant des coups de pelle et de pioche partout où ils pouvaient les atteindre. Mais quand on fait à peine 1,10 m, difficile de vaincre un ennemi de près de 2 mètres de haut. Une démone, à la peau de craie et à l'allure féroce, leva sa masse d'armes, prête à fracasser le crâne du jeune nain en face d'elle. Mélisandre lança alors le sort qu'elle gardait dans sa main gauche sur elle, et la démone s'envola dans les airs pour venir se coller au plafond, totalement impuissante. Mélie observa son adversaire prise au piège, puis fut poussée juste à temps par Alika. Un démon vert olive à l'allure disgracieuse leur fonçait dessus, brandissant son double marteau d'un air sinistre vers elle. La jeune elfe rousse se baissa juste assez pour éviter le coup fatal, puis elle contra
par une prise digne du plus grand karatéka, en percutant le démon en plein sternum, d'abord avec le pied, puis du plat de la main, lui envoyant un sort. Le démon fut pris de convulsions, tomba à genoux devant la jeune elfe, avant de vomir tripes et boyaux à grand bruit. Alika se détourna de lui pour affronter un nouvel adversaire. Mélie à ses côtés, le démon couleur aubergine avait volé contre le mur. Qui avait volé contre le mur attrapa une épée et s'approcha qu'à un quart des deux magiciennes. La jeune fille lança alors son deuxième sort, mais il l'esquiva. Elle recommença à tracer des signes, mais il arrivait trop vite pour qu'elle puisse finir à temps. Alika se battait au corps contre la démone rouge et ne pouvait pas vraiment l'aider. Orphée et Aureliane s'occupaient du plus coriace, celui avec le sabre, le faisant reculer et esquiver de plus en plus. Avisant une pelle qui traînait à quelques centimètres de ses pieds, Mélie l'attrapa et s'en servit pour contrer l'épée brandie vers sa tête. Le métal de l'outil arrêta la lame aiguisée dans une projection d'étincelles et envoya des vibrations dans les bras de la jeune fille. Le démon repartit à l'attaque, visant cette fois le ventre. Mélie esquiva en souplesse, lançant le tranchant de sa pelle contre le menton de son adversaire. Le choc fut violent, et sûrement douloureux. D'une main, il se tint la mâchoire, la bouche crispée et dégoulinante de sang. Son autre main se serra sur sa lame. Ses yeux lançaient des éclairs meurtriers. Dans un cri assourdissant, il leva son épée pour porter un nouveau coup qui, Mélie s'en doutait, risquait de briser sa pelle en deux et de l'atteindre mortellement. Devant le danger de sa situation, tout devint clair dans sa tête. Le temps semblant ralentir sa course, sa magie élémentaire se déclencha, envoyant une vague circulaire de pouvoir dans la grotte. Les 3 démons encore actifs se retrouvèrent soudainement balayés par une puissante vague de vent qui les envoya rejoindre leurs congénères à la peau de craie au plafond. Le démon vomissant leva ses mains en l'air en guise de soumission, et Aureliane alla voir celui qui était assommé au bas de la corniche. Il ligota tous les deux, puis, levant les yeux vers les 4 démons collés au plafond de la grotte, il dit « Je pense qu'on peut les laisser là en attendant que la garde royale de Nolian arrive. Ils ne peuvent pas se libérer, n'est-ce pas, Mélie ?» Mais quand il se tourna vers la jeune fille pour confirmation, tout se figea. Un démon à moitié camouflé de 2,60 m tenait un couteau extrêmement bien aiguisé contre la gorge de Mélisandre. Jurant intérieurement, il maudit Diablo de ne pas lui avoir dit la vérité. Que valait la parole d'un démon, franchement. Pas de geste brusque, tonna le démon. Reculez et laissez-moi partir d'ici. Pas question, dit Aureliane. Bats-toi contre un adversaire à ta hauteur, plutôt. Le démon éclata d'un rire qui fit trembler les murs de pierre, créant un écho sinistre. Passant son bras autour de la taille de Mélisandre, il la souleva contre lui et commença à reculer vers la sortie. Les 3 elfes le suivant à distance. Aureliane observait ses moindres gestes, guettant une faille dans sa position. Orphée bougeait de façon hypnotique, tentant d'accaparer l'attention du démon et de détourner son regard d'Alika qui préparait un sort en silence. Mélie avait les yeux rivés sur son protecteur, tentant de lui faire passer un message par le regard. Quand ses yeux turquoises devinrent entièrement blancs et que ses mains commencèrent à crépiter de magie, Aureliane émit un sifflement d'avertissement. Pas pour le démon, ni pour la jeune fille, mais pour ses cousines. Aussitôt, les 3 elfes se jetèrent au sol tandis que le démon explosait, purement et simplement, sous la pression créée par le pouvoir de la jeune humaine. L'onde de choc fit trembler les parois rocheuses et les pierres commencèrent à dégringoler sur le groupe. Se protégeant de ses bras, Mélie tenta de rejoindre ses amis qui se relevaient avec difficulté sous les secousses. Une tonne de pierres menaçait de leur tomber dessus quand ils virent les élèves nains, qui étaient jusqu'alors restés dans la grotte, se précipiter vers les parois et apposer leurs mains sur la roche. Durant quelques secondes interminables, les tremblements continuèrent, menaçant la structure même du tunnel. Puis, les murs de pierre se mirent à luire sous leurs mains, et les secousses cessèrent immédiatement. Les jeunes nains déblayèrent rapidement les roches restantes et y ouvrirent un passage sûr. Orphée retourna dans la grotte, vérifier l'état des démons capturés. Le professeur nain s'était approprié l'arc et les tenait en joue. Aureliane se précipita vers Mélie, toujours debout au milieu des pierres et des morceaux de cadavres du démon. Il lui parla doucement, car elle semblait ailleurs.
Les décharges violentes de magie, combinées à l'horreur de voir un démon exploser, l'avaient plongé en état de choc. Ses yeux, encore blancs, étaient fixes, dans le vague. Son souffle, quasi imperceptible. Sa peau blême. Un vacarme assourdissant enfla l'entrée du tunnel. Une trentaine de soldats nains en armure de vermeil et tuniques bleu roi, armés presque jusqu'aux dents, venaient de débouler d'un portail créé par un mage totalement cliché. Avec une longue barbe grise, un chapeau pointu, une robe longue couleur sable et un bâton surmonté d'un gemme d'un rouge brillant. Il entra à la suite des nains, bousculant Aureliane et Émilie sur son passage. La jeune fille sursauta et reprit ses esprits en rougissant violemment. Son ami elfe avait les mains posées sur ses joues et de ses doigts caressait ses tempes doucement, son visage à moins de 10 centimètres du sien. Orphée se racla la gorge et Aureliane relâcha Mélie comme un regret. Alika s'approcha de la jeune fille pour le sculpter. La lame du démon avait fait une petite entaille sur sa gorge qui saignait un peu, et le bras qui avait passé autour de sa taille quand il l'avait soulevé lui avait, Mélie en était presque sûre, causé des hématomes. Mais elle n'osa pas soulever son t-shirt devant Aureliane pour vérifier. Quand Alika palpa son ventre, la jeune fille ne put réprimer une petite grimace de douleur. Voyant cela, l'elfe rousse, d'un regard, enjoignit à sa sœur de détourner l'attention de leur cousin, et, prenant Mélie par le bras, elles s'éloignèrent un peu pour voir l'étendue des dégâts. Lançant un regard vers son cousin, elle opina quand il lui fit un geste en se touchant la tempe avec son index. Soignant la jeune humaine avec un sort de guérison, elle calma son esprit traumatisé par le choc de l'explosion pour éviter une perte de contrôle de ses moyens, inévitable quand on tuait pour la première fois, même en légitime défense. Pendant ce temps, dans la grotte, les démons étaient décollés du plafond et ligotés par les soldats nains qui les évacuèrent. Le chef de l'escouade vint remercier Aureliane pour son intervention et lui glissa discrètement une bourse en cuir dans la main avant de tourner les talons. Alika et Mélie revinrent vers lui, et Orphée et la jeune humaine avisa le petit sac. « On est payé pour faire des missions ?» demanda-t-elle. « Normalement non, répondit Aureliane. Nous sommes bien rémunérés en tant que protecteurs, gardiens et soldats par l'Académie. Ça, dit Orphée, c'est une sorte de prime. La plupart d'entre nous qui en reçoivent la mettent de côté pour la famille. Aureliane et nous en faisons don. Une partie va à l'Académie des gardiens, le reste pour des associations qui nous tiennent à cœur. Par exemple, je participe à des actions contre l'esclavage. À Nitrospel, c'est interdit, mais beaucoup d'autres pays pratiquent légalement le marchandage et l'exploitation d'êtres conscients. Et moi, dit Alika, je milite pour l'expansion des centres de formation magique accessibles aussi bien aux filles qu'aux garçons dans les zones rurales. Beaucoup de jeunes mages et magiciennes des zones pauvres ne peuvent pas accéder aux savoirs magiques qui amélioreraient grandement leur vie. À cause de ce manque de moyens, il y a parfois des incidents dramatiques qui se produisent. Hier encore, un incident magique a été détecté dans un petit village des plaines de Dragonime. Un de mes aînés de la formation, Zéphyr, est parti voir sur place. « Et toi, tu donnes pourquoi ?» demanda Mélie à Aureliane. « Les 3/4 vont à l'académie, dit le jeune elfe. Le reste, c'est pour aider les populations elfes victimes de raids et de préjugés. Pardon, je lis trop vite. Surtout les elfes rouges. Les gens pensent qu'ils portent malheur et leurs clans sont souvent décimés en intégralité, femmes et enfants compris. Leur patrie d'origine, Tréacle, est régulièrement attaquée par ses voisins, Mijar et Déas. Ceux qui arrivent à fuir deviennent des parias. L'association que j'aide vient à leur secours, les protège et lutte contre les rumeurs, mais les préjugés ont la vie dure. Tiens, dit-il en ouvrant la bourse et en prenant une poignée de pièces dedans. C'est ta part, tu as bien travaillé. Merci, répondit Mélie, mais je n'ai pas emmené ma tirelire. Ne t'en fais pas pour ça, dit Aureliane, en donnant leur part à Orphée et à Alika. Tu as un compte à la banque de Samaria. Tes parents y ont veillé. Nous irons après être rentrés de mission. D'ailleurs, il est temps de rentrer faire notre rapport. Sortons d'abord de cette grotte, je préférerais éviter qu'elle ne s'effondre sur nous. Marchant ensemble, les 4 amis quittèrent le tunnel. Aureliane créa un portail et ils l'empruntèrent l'un après l'autre. Quelques minutes de marche plus tard,
Après s'être rematérialisés dans un parc, ils arrivèrent au château de Samaria. Les deux sœurs les quittèrent devant l'entrée et promirent de revenir très vite. Aureliane escorta Mélie devant l'entrée. Escorta Mélie jusqu'à la chambre rose des invités, qu'elle se promit de transformer en quelque chose de un peu moins nauséeux, si on lui en laissait la possibilité, pour qu'elle se change et se repose. Ah ouais, la tournure de phrase. Aureliane escorta Mélie vers la chambre rose des invités pour qu'elle se change et se repose. Une chambre que Mélie se promit de transformer en quelque chose d'un peu moins nauséeux si on lui en laissait la possibilité. Quand la jeune fille fit remarquer qu'elle était venue sans aucun vêtement de rechange, Aureliane ouvrit l'armoire en bois rose et une robe d'été blanche et jaune lui tomba dessus. Tous les habits de la jeune fille, sauf ceux qu'elle avait laissés chez Emilia, sa tutrice, étaient là. En quelques minutes, Mélie se doucha et se changea, se sentant nettement mieux après s'être débarrassée de la poussière et des traces de sang et de cadavres de démons qui couvraient son t-shirt et son pantacourt. Aureliane l'incita à manger le repas qu'il était parti chercher pendant sa toilette et la laissa après qu'elle se fût mise au lit. Le lendemain, il l'attendait dans le couloir quand elle sortit prendre son petit déjeuner. Ils mangèrent dans le grand réfectoire commun dont il lui montra le chemin avant de repartir. Le jeune elfe lui proposa alors une visite guidée des parties accessibles du palais. Il n'avait fait que quelques mètres sous l'immense arche de la partie ouest du château quand une alarme retentit, suivie d'une grande secousse qui les envoya au sol. Des gardes passèrent en trombe devant eux sans s'arrêter. Aureliane aida Mélie à se relever et intercepta le premier soldat. Celui-ci n'attendait pas la question du jeune elfe. Il dit « C'est une attaque! Des dragons complètement fous nous attaquent !» Et c'est un passage parfait pour vous souhaiter une bonne soirée, en plein suspense, et se donner rendez-vous pour la prochaine fois avec le chapitre 11. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous aussi vous procurer ce livre. Donc c'est le livre de Sarah Tulipe, dont vous pouvez retrouver la 4e de couverture sur l'image qui s'affiche, et le lien également ici dans le chat. Le lien Amazon. Vous allez sur Amazon, vous tapez Les Princesses Éléments, tome 1, Mélissandre, et il devrait s'afficher. Merci beaucoup à tous, à la prochaine fois, et n'oubliez pas la pub et le follow. Salut!